Bonjour à tous. Bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette journée B2B Summit et pour cette masterclass dédiée à l'account-based marketing. On en parle depuis ce matin et c'est un engouement pour cette nouvelle stratégie. Je vous invite à suivre cette masterclass pour voir en quoi est-ce que l'account-based marketing est un nouveau duo pour les équipes sales et marketing. Alors, je suis Isabelle Defay, je suis responsable de l'agence Winbound à Paris et Winbound accompagne depuis plusieurs années des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité dans le déploiement de stratégies d'acquisition principalement en B2B avec notamment l'inbound marketing et l'account-based marketing. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'account-based marketing et d'inbound marketing? Un rappel utile pour distinguer les deux approches. Lorsqu'on est sur de l'inbound marketing, on va générer un volume de contacts en proposant du contenu spécifique auprès d'un public, une audience qu'on va faire venir à soi, généralement sur un blog, avec des contenus qui vont attirer donc un trafic. Et parmi cette audience, on aura potentiellement des comptes vraiment intéressants pour soi et on va donc recenser des entreprises vraiment les plus pertinentes. Donc, on est plutôt dans de la demande entrante. Lorsqu'on va s'orienter vers une approche plutôt account-based marketing, donc basée sur les comptes stratégiques, on travaille à l'envers. Vous voyez que le graphique est inversé, le funnel est inversé. On va principalement recenser les comptes qui nous intéressent le plus, ceux qu'on aimerait avoir dans son portefeuille. Et puis après, on va travailler une stratégie personnalisée, dédiée, pour aller capter l'attention de ces contacts au sein de ces comptes stratégiques et puis arriver à créer une relation, un engagement qui va amener à une opportunité commerciale. Donc, on peut même rapprocher finalement ces deux flux et pourquoi pas travailler à la fois, puisque le contenu reste au cœur de ces deux approches, travailler à la fois en inbound marketing pour avoir un flux entrant de demandes qu'on va pouvoir qualifier et avec qui on va pouvoir travailler au niveau des contacts. Et puis, de l'autre côté, personnaliser beaucoup plus son approche, personnaliser encore plus son contenu de façon à interagir avec les contacts clés, les comptes stratégiques. Et du coup, s'appuyer sur les deux stratégies, pourquoi pas de manière concomitante. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même choisir à un moment donné. Est-ce que je m'oriente plutôt vers une stratégie inbound, donc je vais faire venir à moi un volume de contacts et d'audience, ou est-ce que je décide à l'inverse d'aller chercher vraiment les comptes les plus pertinents? Il y a quand même des questions clés à se poser avant de se lancer et parmi ces questions, l'idée, c'est de voir un petit peu quelles sont celles qui vont nous permettre de décider à peu près si je vais m'orienter plutôt vers l'une ou l'autre des deux stratégies. Clairement, si je suis sur un marché à adresser qui est vaste, qui a besoin d'être évangélisé et sur lequel le panier moyen que je pense pouvoir obtenir est plutôt faible, ou en tout cas sur lequel je ne vais pas faire mon année en signant 3 clients. De la même manière, si mes prospects au sein de ces comptes-là ont l'habitude de faire des recherches en ligne, se nourrissent d'informations et si les cycles de vente sont longs, je vais plutôt a priori m'orienter vers l'inbound marketing. À l'inverse, si je suis sur une proposition de valeur qui s'adresse à un marché beaucoup plus restreint, ce qu'on peut appeler un marché de niche, que je vais par exemple m'adresser à le SBF 120, le SBF 250, des grands comptes, des ESN, si mon activité peut se suffire, entre guillemets, de gagner quelques comptes par an et si mon cercle de décision, les interlocuteurs que j'ai au sein de ces comptes stratégiques est très large et que ça nécessite pour moi de créer beaucoup d'interactions au sein de ce compte clé, il y a fort à parier que je vais plutôt aller vers de l'account-based marketing. Donc ça, alors c'est pas gravé dans le marbre, mais en tout cas, ça guide un petit peu la manière dont je vais décider si je m'oriente vers l'une ou l'autre de ces stratégies. Ensuite, il y a des questions aussi à se poser qui permettent de travailler, de préparer sa stratégie. Clairement, il y a des constats à faire. Quelle est la situation actuelle? Il ne suffit pas de se dire que je veux aller adresser tel ou tel compte si je n'ai jamais eu aucune interaction, si ma proposition de valeur ne semble pas être pertinente pour ce compte-là, ça risque d'être un petit peu plus délicat. Donc, l'idée, c'est de faire un point sur la situation actuelle. Est-ce que j'ai déjà mené des actions?
Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que je rencontre des difficultés particulières et si oui, lesquelles? Est-ce que, par exemple, je manque d'informations sur les enjeux, sur les objectifs, du compte que je souhaite adresser? J'ai très peu de contacts. Bref, on fait un état des lieux. Ensuite, on se fixe des objectifs. L'idée, c'est qu'est-ce que je veux pouvoir, proposer à ces comptes? Quelles sont mes priorités business et en faveur de ces priorités business, qu'est-ce que ça suppose que j'obtienne comme opportunité commerciale, par, trimestre, par mois et cetera, de façon à ce que j'ai des objectifs chiffrés. Ensuite, ben, quels sont les besoins et les moyens que je vais devoir déployer pour atteindre ces objectifs? Et si je m'oriente, sur, comme on vient de le voir, une approche account-based marketing, quelles équipes je mets en face? Parce que ça ne s'improvise pas, ça se construit, ça se co-construit avec les équipes et pour ça, il faut définir une team ABM et c'est un projet qui, va bien au-delà seulement du marketing ou des commerciaux. C'est un projet d'entreprise et qui doit être porté, certes par la direction, qu'il y ait des sponsors en interne. C'est crucial pour que le projet vive et soit alimenté et crée de l'émulation et donc, j'ai besoin d'avoir un décisionnaire référent, un responsable marketing, un responsable sales et d'avoir un peu un organigramme dédié à ma stratégie. Pourquoi on parle de marketing et de sales très régulièrement et d'alignement entre les 2 départements quand on parle d'account-based marketing? Bah, on va voir que c'est clé parce que l'un et l'autre sont interdépendants, se nourrissent l'un l'autre, d'informations, de contenus et c'est en avançant ensemble qu'on va vers le succès de ce type de stratégie. Alors il y a 3 niveaux ou 3 moyens ou 3 façons de faire de l'ABM. On va parler, quand on voit une vision un peu, pyramidale, on peut aller du très, très, très personnalisé à une approche beaucoup plus volumique. Alors qui n'est pas au même niveau volumique que ce qu'on va adresser en inbound marketing, mais qui va permettre d'aller chercher un volume de compte assez conséquent. Donc si on part du bas de la pyramide, on est en ce qu'on appelle le one to many, donc je m'adresse moi à un ensemble de comptes. Je vais pour ça plutôt, utiliser des canaux qui vont être génériques. Je vais, mettre en place des campagnes en programmatique ou autre, c'est-à-dire que je vais adresser un secteur d'activité, une même problématique, sans trop personnaliser, de manière très, très fine ma communication. Je m'adresse à un ensemble de comptes où je sais qu'il y a les mêmes problématiques et que j'ai une réponse tout à fait adaptée. Là, je vais être à partir d'une centaine de comptes. Si je remonte un peu un cran, de la pyramide, je peux adopter une stratégie qui là va s'adresser à un niveau un peu plus restreint. Je vais être entre 30 et 100 comptes à adresser dans cette approche-là. Je vais être dans ce qui s'appelle le one to few. Je suis un peu plus personnalisée, mais je ne suis pas encore à, ce qu'on peut appeler l'orfèvrerie ou la microchirurgie. Ça, c'est la panacée, c'est, l'approche qu'on appelle one to one, où là, je vais être dans un programme ultra personnalisé. Je vais connaître sur le bout des doigts chaque compte. Je sais, les enjeux, les problématiques, je connais, la manière d'entrer en contact avec, les contacts clés que j'aurais vraiment bien identifiés au sein de ce compte et j'ai un contenu ultra, ultra, ultra dédié. C'est-à-dire que j'ai une approche comme si je parlais d'une personne à une personne. C'est pour ça qu'on est en one to one. Pour autant, au sein d'un compte, je n'ai pas qu'un seul interlocuteur. Bien souvent, on l'a vu juste avant, en account-based marketing, j'ai souvent un ensemble, une myriade de contacts qui font partie de ce qu'on appelle le cercle de décision et c'est à eux que je dois, faire, prendre conscience non seulement de leurs problématiques, mais aussi de la solution que j'apporte et qu'ils me repèrent, qu'ils m'identifient comme étant très pertinent par rapport à cette problématique. Alors les étapes clés, il y en a plusieurs quand on veut aller en account-based marketing, notamment on voit d'identifier ses comptes stratégiques. Alors on passe par, on adore les acronymes et les anglicismes bien évidemment, on passe par cette identification d'ICP. Alors en quoi est-ce que ça consiste? L'ICP c'est mon Ideal Customer Profile, c'est en gros, quel est le profil type, non pas de personne, mais d'entreprise qui
serait pertinente pour moi et que je pourrais inclure dans mon portefeuille. Donc je vais m'appuyer sur, différentes données, des données que j'ai et des données que je vais aller chercher pour aller, comprendre quels sont, à partir de mes comptes existants en portefeuille, mais aussi c'est, les comptes prospects, ceux que je vise, s'il y a peu ou prou un profil type qui se dessine et qui me permettrait de dire: «Bah, ça ressemble, heu, typiquement au compte qui serait pertinent pour moi» et après, l'objectif, c'est d'aller chercher avec des outils, des comptes qui remplissent ces critères-là. Je gagne énormément de temps. Cet exercice-là, il est hyper intéressant parce que ça permet de se rendre compte des comptes qu'on a déjà en portefeuille et parfois on a des surprises. On s'imagine avoir, telle typologie de clients et on est parfois un petit peu à côté et puis de se rendre compte aussi que parfois on vise, des comptes et on n'est pas armé pour ça. En allant creuser un petit peu cet ICP, on peut se rendre compte qu'il y a une vraie dichotomie entre les comptes existants en portefeuille et ce qu'on vise. OK, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça suppose de mettre en place? Est-ce que je dois créer un contenu encore plus spécifique? Est-ce que je dois affiner mes offres? Bref, ça mérite de vraiment s'arrêter sur cette étape. Ensuite, une fois que j'ai défini mon ICP, bah, je vais pouvoir aller donc préciser quels sont les comptes stratégiques qui m'intéressent et cette fois-ci, je les nomme et je vais aller collecter des informations. L'autre point clé, c'est d'aller, connaître les centres d'intérêt et les problématiques des contacts, cette fois-ci, qui sont au sein de ces comptes. Parce que c'est pas tout de se dire que je veux avoir telle société et que la directrice marketing s'appelle untel et le directeur commercial untel. Si je m'arrête à ça, si je suis trop attentiste, ça viendra jamais. Donc il faut que j'ai des clés d'entrée et notamment ce qu'on appelle des door openers, encore un joli anglicisme qui est, quelle est la clé dans le verrou qui va me faire ouvrir cette fameuse porte de ce compte que je souhaite, adresser. Quand je passe donc ces différentes étapes, on l'a vu, ça nécessite donc d'avoir une connaissance des comptes et du marché, donc d'avoir une account intelligence, d'avoir des études approfondies des enjeux que rencontrent ces comptes-là pour pouvoir aller les adresser spécifiquement, de réaliser les personas, parce qu'il ne suffit pas de se dire: «OK, je vais adresser, le DSI ou le RSSI», mais quelles sont ces problématiques et comment est-ce que je peux créer l'interaction et l'engagement? Et puis d'avoir des données comportementales sur, les cercles de décision. Pourquoi je cite tous ces éléments-là? Parce que, ben, on l'a vu, il faut une team, dans son projet, mais du coup, qui est-ce qui va se charger de tous ces, aspects? Est-ce que c'est les sales ou le marketing pour, tel aspect et tel aspect? Ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre, pourquoi pas, mais la question mérite de se poser. Il y a un exercice très simple à faire et on va se rendre compte assez vite de la difficulté et de la nécessité d'aligner les 2 équipes. On fait un exercice qui est de définir, de poser la question de quel est votre compte, prospect le profil de prospect qui est le plus pertinent pour vous, donc ce fameux ICP. Si vous mettez dans une salle séparée, d'un côté des membres de l'équipe marketing et de l'autre des membres de l'équipe sales, il y a fort à parier que vous allez avoir, des différences dans la notion, de cet ICP. Pourquoi? Parce que chacun, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais chacun a sa vision, son expérience, de, ce que sont ces comptes, de la manière de les adresser et il peut y avoir parfois, même souvent par expérience dans les comptes qu'on accompagne, cette dichotomie et cet écart de vision entre, les sales et le marketing et c'est pour ça que c'est important de les remettre ensemble dans une même salle pour travailler de concert et rassembler les expertises pour faire en sorte que le marketing se nourrisse de l'expérience terrain des commerciaux et que les commerciaux puissent s'appuyer sur la force et la puissance de création, du marketing et l'aide qu'ils peuvent leur apporter pour adresser spécifiquement ces comptes-là. Donc être ensemble dans ce projet, s'aligner, c'est pas un vain mot, c'est pas un buzzword, qu'on croise en ce moment, c'est vraiment nécessaire, voire crucial dans un projet d'account based marketing. Donc avoir des équipes alignées, ça veut dire quoi? Ça veut dire, analyser ensemble les actions marketing qui ont été mises en place auprès des comptes cibles. Est-ce que
on matchait bien avec les attentes? Est-ce que les commerciaux s'y sont retrouvés? Est-ce qu'ils se sont sentis à l'aise? Est-ce qu'ils ont adopté, est-ce qu'ils se sont appropriés la communication, le contenu qui était à disposition? Ça veut dire, par exemple, de faire l'inventaire interne des contenus, des événements, des gifts, des petits cadeaux qu'on peut avoir. Parce que si le commercial ne sait pas qu'il a ce trésor-là à portée de main, il va utiliser son portefeuille de contenu, ce qu'il a identifié lui comme pertinent, et il peut potentiellement passer à côté d'énormément de richesses qui peuvent l'aider à appuyer son discours, à convaincre et à créer l'interaction. Donc ça, c'est une phase importante à ne pas négliger. L'autre point, c'est aussi de réaliser un audit du traitement des leads. Pourquoi? Si je mets en place, et là ça vaut aussi en inbound marketing, si je mets en place une stratégie poussée, que j'implique des équipes, des ressources humaines, du temps, du budget, et qu'il n'y a rien derrière de prévu pour bien capter les leads et les faire progresser dans un tunnel, dans un parcours de décision, j'ai travaillé pour rien. Donc ça veut dire que dès en amont, il faut que j'identifie, il faut que je sois en mesure de dire: «OK, si j'ai, un contact qui est identifié et qui interagit sur LinkedIn et que je vais inviter à, compléter tel formulaire, par exemple, pour télécharger, tel document», qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que j'ai bien une communication qui est prévue? Est-ce que j'ai une récurrence qui se met en place? Est-ce que j'ai une relance? Est-ce que j'utilise bien tous les outils que j'ai à disposition pour prévoir des tâches, pour optimiser mon temps et pour que le marketing soit un support et une aide auprès du commercial et qu'il y ait cette interaction entre les deux. C'est vraiment important pour ne pas s'épuiser à mettre en place des stratégies, de générer des contacts qualifiés et quelque part de les perdre en cours de chemin et de mettre à plat tous les efforts qu'on a consentis dans cette stratégie. De la même manière, quand on veut aller chercher des comptes très stratégiques, on a besoin de vraiment bien connaître, on l'a vu, les enjeux, les problématiques que rencontrent ces comptes-là. Pourquoi? Que ce soit en one to one, en one to few ou one to many, je vais y arriver, c'est la fin de la matinée. J'ai besoin de créer cette interaction. J'ai besoin d'entrer dans ce qu'on appelle la symétrie des attentions, c'est-à-dire que je vous accorde de l'attention, et j'espère que vous m'en accorderez aussi. Je veux créer, la petite étincelle qui va entretenir la flamme, de notre relation qui va, aboutir à une opportunité commerciale, à un accompagnement, à un projet ensemble et à une collaboration. Donc, j'ai besoin de savoir ce qui vous arrive en face. J'ai besoin de savoir comment est-ce que je vais réussir à vous capter, à capter votre attention dans un monde sursollicité, on le sait, et il faut que je sache faire la différence. Pour ça, j'ai besoin de construire donc une stratégie éditoriale précise, d'avoir des supports, des contenus, qui soient, spécifiques, et il faut que je sache, jouer de tout ce que j'ai à m'apporter en termes de canaux. Ça veut dire que, je passe certes par le digital, encore plus aujourd'hui où effectivement, on le sait, si, on passe à côté d'une présence digitale, on est vraiment très en difficulté de par la situation actuelle. Mais je peux aussi m'appuyer sur des canaux, offline. Ça veut dire, envoyer quelque chose tangible, qui va créer une expérience. On parle plus de créer du contenu uniquement, mais on crée une expérience qui va permettre d'entrer en relation avec les comptes que je vais chercher. On n'oublie pas qu'en account-based marketing, en face, on ne nous a rien demandé à la limite. On va aller, en prospection et il faut qu'on crée cette expérience favorable dans le respect, dans un marketing non intrusif, mais qui va quand même créer, cette interaction. Donc pour ça, je vais, créer une bibliothèque de contenu et je dois la mettre à disposition de mes équipes. C'est-à-dire que mes équipes marketing la connaissent, mais mes équipes commerciales aussi. On en revient à cet alignement. Et puis, je peux accompagner aussi, dans une approche très particulière, nourrir la notoriété autour de la marque, autour de l'offre,
en appuyant du côté marketing avec la mise en place de campagnes spécifiques, par exemple de LinkedIn Ads. Du moment que je respecte certains seuils qui sont importants, je peux tout à fait créer des campagnes qui vont accompagner le commercial et faire en sorte que la marque, l'offre, va être à l'esprit de l'ensemble de personnes du compte et créer une sorte de marketing d'influence. Donc ça, c'est aussi quelque chose que le marketing peut mettre en place pour accompagner les commerciaux. Et enfin, du côté, du commercial, il faut que je sois parée là aussi pour entretenir cette relation, notamment à travers des scénarios, des scénarii, que je vais mettre en place, qui sont spécifiques à l'ABM. L'ABM Sales cette fois-ci. C'est un petit peu galvaudé de réduire l'ABM au marketing, hein. On le dit, c'est certes du marketing, on parle d'account-based marketing, mais c'est aussi de l'engagement, c'est aussi de l'expérience et c'est aussi des sales. Et pour les sales, l'intérêt, c'est d'avoir un séquençage de contacts qui sont déjà pré-programmés, qui sont une trame qui doit rester souple et flexible et qui va permettre au commercial d'avoir déjà prévu par quelles étapes il veut faire passer le contact avec qui il a réussi à initier cet engagement. Donc, ça suppose d'avoir préparé en amont ces étapes-là. Typiquement, un exemple concret qu'on peut partager, ça veut dire qu'on a à disposition et rapidement pour l'ensemble des équipes, centralisé une bibliothèque de contenu sur laquelle on va retrouver par exemple un replay à des émissions, des infographies, des articles de blog, des livres blancs à télécharger, des vidéos ou autres, et même des emails conversationnels ou des messages sur un outil comme LinkedIn Sales Navigator pour lequel j'ai déjà prévu des modèles. Alors, bien évidemment, automatisation ne veut pas dire abétisation. Je personnalise mes messages, je fais en sorte de les adapter à chaque fois à un contexte, mais j'ai déjà mes trames de prévues. Et de la même manière, de l'autre côté, je vais avoir une bibliothèque de contenu, cette fois-ci offline, que là aussi, j'ai créé et co-construit avec les équipes marketing. Et ça va s'appuyer sur, par exemple, une box personnalisée, sur un courrier personnalisé, mais cette fois-ci print. Aujourd'hui, on crée la différence et l'étonnement en envoyant du courrier physique, ce qui ne se fait plus, d'envoyer un livre, une invitation à un événement, etc. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais en ce moment, tu es gentil, mais les gens sont en télétravail, comment ça se passe ? On fait appel à sa créativité, on fait appel à de l'innovation et on renforce encore plus les interactions. Ça veut dire que l'enjeu, ça va être de créer suffisamment de confiance, d'intérêt et de teasing auprès de la personne à qui on souhaite adresser quelque chose pour qu'elle accepte de laisser son adresse personnelle pour recevoir quelque chose. Et très sincèrement, par expérience, ça fonctionne. C'est ce qu'a mis notamment en place Oudrive avec une campagne à la rentrée où ils envoyaient des crayons en chocolat parce qu'ils promouvaient une offre de signature électronique. Donc, plus besoin de stylo, on peut même les manger. En plus, c'est du chocolat et ceux qui me connaissent savent que j'adore ça. Et typiquement, ça a été envoyé à des adresses personnelles. Donc, on fait rentrer la sphère professionnelle dans la sphère privée, toujours dans le respect, c'est bien évidemment avec l'accord de la personne, et ça crée une surprise, une invitation, un événement qui s'inscrit dans la famille et qui va être un instant de partage aussi. Et c'est là que l'expérience va bien au-delà de juste « je vous envoie une boîte ». On crée quelque chose et c'est ce qui est vraiment intéressant en account-based marketing. Tout ça, ça suppose de bien évidemment suivre les campagnes parce que si on met en place énormément, si on s'investit dans beaucoup de choses qu'on ne mesure pas, on ne saura pas ce qui fonctionne ou pas et on ne pourra pas réitérer et conserver ce qui a vraiment fonctionné. Donc, ça suppose de mettre en place un suivi et un pilotage auprès des commerciaux avec les équipes marketing, d'avoir des KPI, donc ce qu'on appelle des indicateurs de performance et des indicateurs qui soient communs surtout,
On va voir lesquels juste après. Et un scoring, donc une échelle de points qui va permettre d'identifier et de prioriser les comptes les plus pertinents, les plus chauds et les plus matures. Pourquoi? Notamment si je m'adresse à un nombre de comptes conséquent, il faut que j'aide les commerciaux à prioriser, à pas partir bille en tête, à aller adresser tout le monde sans avoir une idée de ce qui va être le plus héroïste pour eux. Donc, je mets en place un scoring et je peux dire, là, il y a vraiment des signes et des signaux faibles qui montrent qu'il y a une appétence pour ce qu'on diffuse, pour ce qu'on propose. Ça mérite de travailler plus spécifiquement ce compte que tel autre. Donc, on suit les résultats et on met en place un contrôle, notamment semestriel, c'est ce qu'on préconise par rapport à l'ICP, pour challenger régulièrement et voir si on est toujours en phase sur le type de compte qu'on va aller chercher. Ça, c'est un point important également. Sur les KPI communs, alors ça ne veut pas dire, ne vous effrayez pas par rapport à ce que je montre, ça ne veut pas dire qu'il faut suivre l'ensemble des KPI que je présente, mais ce sont des exemples de KPI, d'indicateurs de performance sur lesquels le marketing et les sales se mettent d'accord pour avoir des éléments communs à suivre et se dire, ben voilà, si effectivement j'ai identifié tel nombre de comptes, si j'ai tel résultat en engagement, telle mesure d'acquisition et telle mesure de résultat, je pourrais estimer que ma campagne a été une réussite ou si je dois réajuster tel ou tel autre élément. Donc on le voit, ça suppose beaucoup de points à travailler en amont et au cours d'une approche account-based marketing. Et du coup, ça veut dire quoi ce duo dont on parlait entre les sales et marketing, et ça veut dire quoi une équipe ABM Ready? C'est une équipe qui est formée à la méthodologie et aux bonnes pratiques. C'est une équipe, on l'a vu, qui est alignée entre le marketing et les sales. Et c'est une équipe, pardonnez-moi le jeu de mots, équipée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a des outils, donc un CRM, un outil type LinkedIn Sales Navigator, un outil de marketing automation et puis du contenu. Et au-delà de tout ça, c'est une équipe qui est coachée, qui est guidée, qui est accompagnée et qui est drivée et pour laquelle l'ensemble de l'entreprise accompagne les efforts de façon à ce que ce soit un projet d'entreprise réussi. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention sur cette masterclass. C'était rapide, donc si vous avez des questions, je vous propose qu'on se retrouve dans l'espace networking à partir de 12h30. Pendant cette demi-heure qui vient, vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous avez sur cette stratégie account-based marketing et j'aurai un grand plaisir à vous répondre. Merci, à tout de suite.